Ça serait extrêmement compliqué d'arriver à gagner sa vie sur le long terme sur un produit purement décentralisé. La communauté a totalement changé, mais aussi la manière dont le business se fait dans l'écosystème, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 4 ans, mais aussi en termes d'être humain. Nous, on a monté la boîte, on avait 25 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une figure montante de la DeFi francophone, un entrepreneur engagé qui agit au cœur des protocoles les plus innovants de l'écosystème crypto, Romain Figueiredo. Il est le fondateur de Paladin Protocol, une solution décentralisée qui transforme le vote en un véritable actif financier. Mais ce n'est pas tout. Romain siège également dans les conseils de gouvernance de Paraswap, Threshold Network, où il gère la liquidité du plus grand wrapper BTC sur Ethereum, et plus récemment dans le Liquidity Committee d'AAVE. Moi j'ai un fantasme depuis quelques années, c'est vraiment l'objectif professionnel, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire une monnaie flottante. Qu'est-ce que tu appelles monnaie flottante? C'est une monnaie qui n'est pas indexée par rapport à du dollar ou de l'euro. Donc en fait, elle est indexée à une autre valeur ou à un autre système de logique. On espère que l'Europe ne passera pas à côté des stablecoins, même si c'est mal parti. Bon, à un moment, on va s'en rendre compte, c'est pas possible, mais peut-être ça sera trop tard. Je pense que nous, notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est nous de pas passer à côté, même si c'est pour finir par ne pas le faire en France et revenir plus tard en fait. Aux États-Unis, il y a une déréglementation totale et on encourage les entrepreneurs à créer des stablecoins dollars. On a eu les pétrodollars, les eurodollars, les pétrodollars et maintenant ce qu'on appelle les cryptodollars. Et de l'autre côté du continent de l'Atlantique, ici en Europe, la Commission européenne et l'Union européenne en général qui s'entêtent à vouloir faire un euro numérique et donc à empêcher tout développement de stablecoins. Et donc il y a un double problème aujourd'hui avec la crypto en euros, c'est de absolument aucun acteur institutionnel non européen veut toucher à l'euro. C'est quasiment radioactif, notamment en crypto. On a beaucoup parlé, nous on nous a dit si vous avez de l'euro, on n'y touchera pas et on ne touchera pas à votre produit. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Salut Romain. Salut. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Merci de m'avoir invité. La dernière fois qu'on t'avait reçu, c'était il y a 4 ans maintenant, pendant je pense qu'on appelait le DeFi Summer à l'époque, donc la folie de la finance décentralisée. Là, aujourd'hui, on va te recevoir, on va parler encore finance décentralisée, mais on va parler aussi DAO, Organisation Autonome Décentralisée, on va parler des stablecoins, de l'évolution aussi du marché crypto, et puis de ton expérience aussi d'entrepreneur, parce que tu as monté plusieurs projets. D'ailleurs, tu vas nous en parler maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ta rétrospective dans les cryptos? Alors théoriquement, on a monté qu'un projet. On essaye de tout unifier, de rester sous la même ombrelle. Il y a 4 ans et demi, on a participé à un hackathon qu'on avait gagné et ça nous a permis de monter ce qu'on a appelé Paladin, qui était un projet autour de la gouvernance qui avait pour but de décentraliser l'activisme financier. On l'a fait notamment via une plateforme de prêt de marché de droit de vote qu'on a sorti en septembre 2022, si je dis pas n'importe quoi. Peut-être 2021 ? Septembre 2021, le temps passe un peu vite. On est monté à 18 millions de TVL avec cette plateforme, on a commencé à avoir un peu d'activité et en fait on s'est assez vite rendu compte que l'activité elle permettrait pas au projet d'être rentable et de tourner sur les attentes qu'on avait. Concrètement on n'aurait pas été ne serait-ce capable de payer l'équipe qui faisait le développement et la maintenance derrière. Donc on s'est mis à pivoter peu à peu, on a commencé à regarder autour du droit de vote, comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Et on s'est rendu compte que sur des AMM, des protocoles des bourses décentralisées, c'était possible de vendre du droit de vote qui contrôlait des émissions. Et en fait, les projets, il y avait des clients, il y avait des gens qui achetaient ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils achetaient, c'était pas les émissions directement, ils achetaient la liquidité. En gros, les émissions attiraient des gens qui venaient déposer du capital, et c'est ce que ces projets venaient faire. Donc quand tu es un stablecoin, quand tu as un projet de gouvernance, tu venais, tu payes les gens pour qu'ils viennent fournir de la liquidité. Et on a créé Quest, on a sorti en mai 2022, qui était ce premier produit qui en fait nous a permis de commencer à atteindre la rentabilité. Donc on a vraiment commencé à gagner de l'argent et là on a commencé à avoir un projet qui commençait à tourner. Donc on a levé des fonds en été 2021 et la chance qu'on a eue c'est que ça nous a pris environ 1 an de commencer à vraiment gagner des fonds et à devenir rentable peut-être 1 an et demi. Donc ça c'était vraiment la première partie. On a continué à scale cela, continué à travailler le produit, l'affiner, penser à comment le généraliser et on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un très gros intérêts de la part des stablecoins. On travaille avec beaucoup d'émetteurs de stablecoins. On a travaillé avec Liquidity, on travaille avec AV pour le Go, on a travaillé avec
je vais considérer ce qu'on appelle des LST, comme Lido, Rocket Pool, des stablecoins, parce qu'ils ont un PEG 1-1 avec un actif. On a aussi travaillé avec PayPal. Donc on a travaillé avec beaucoup d'acteurs de ce secteur-là. Et on a commencé à comprendre un petit peu leurs enjeux. On s'est rendu compte que la liquidité, c'était une partie du problème, mais il n'y avait pas que ça. Ces gens qui se battaient beaucoup pour avoir de l'utilité, de la demande. Et donc, on a commencé à vouloir expérimenter là-dessus. C'est là qu'on a sorti Rings. Et ça a marché beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. En tout cas, très très vite. On a fait 10% de croissance par jour pendant 2 mois. Les 2 premiers mois de la sortie. Donc, Pas mal. c'est génial et épuisant en même temps. T'es content quand ça se calme un petit peu, mais en même temps, on veut que ça reparte. Donc, on recherche des nouveaux leviers de développement. Et en fait, pour donner un peu une idée, on a beaucoup cherché ce qui marchait, ce qui était utile dans l'écosystème. En 4 ans, on a sorti 8 applications, je crois, 8 applications décentralisées. Que j'ose même pas vous dire les coûts d'audit. Euh, mais aujourd'hui, il y en a 2 qui marchent, Quest et Rings. Et donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de changer de nom. On transitionne de Paladin à Trevi. Pour simplifier toute la marque, on retire 6 des applications qui ne fonctionnent pas, et les 2 qui vont devenir Trevi Quest et Trevi Earn. L'idée, c'est de créer beaucoup plus de compréhension, de partir de toute la complexité qu'on a créée sur les 4 dernières années, la confusion avec la marque, etc., de se détacher de cette image de la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on n'en fait plus du tout. On est vraiment dans la finance, hein, dans le monde bancaire pur et dur. Et voilà, se représenter au monde sous cette forme-là, et beaucoup plus épuré, beaucoup plus compréhensible pour les gens. Ok. Et si on revient un petit peu sur Paladin, donc la genèse, on va dire, donc tu disais l'objectif c'était d'attirer de la liquidité. C'est ça, d'attirer, qu'on rémunérait des personnes pour qu'elles apportent leur liquidité. Alors ça, c'est Quest. C'est la première application qu'on a sortie qui marchait. Au début, nous, c'était vraiment purement avec du droit de vote. C'était purement, les gens viennent, ils déposent du droit de vote et quelqu'un peut les emprunter. Il faut acheter. C'était un peu comme un protocole de crédit comme AV, mais juste pour le droit de vote. Tu Et- touchais pas le token. Ok. Et l'intérêt là-dessus, c'est que des personnes peuvent influencer des décisions de gouvernance, donc de DAO, donc d'organisations décentralisées. Ouais. Il y avait plusieurs problèmes sur cette idée-là. La première, c'est que les DAO pas autant scale que ce qu'on pensait. C'est dans la manière du DeFi Summer, on pensait que toutes les organisations allaient devenir des DAO à un certain degré, ce qui n'était pas très lucide hein, avec du recul. Et surtout, même si ça pouvait arriver, il y a un monde dans lequel ça arrive encore aujourd'hui, ça va prendre 200 ans, ça va pas prendre 5 ans. Donc en fait, le timing n'était pas du tout bon. La deuxième raison, le deuxième problème, c'est que la plupart de ces organisations, quand quelqu'un achète du droit de vote, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Si c'est pour les bonnes raisons, en général, le droit de vote, tu le trouves gratuitement. Donc, tu te faisais pas forcément ami avec les organisations que tu onboardais. Et après, la troisième raison, c'est un petit peu plus... en fait, c'est logique quand on creuse, mais ça vient pas de... Ça coulait pas de source, en tout cas pour nous. Le droit de vote n'a de valeur que quand les gens ne sont pas d'accord. Si les gens sont d'accord, ça sert à rien d'acheter le droit de vote, parce qu'en fait, ils sont tous d'accord. Et en fait, c'est que quand il y a des désaccords et des propositions avec des très gros enjeux que le droit de vote a la valeur. Donc en fait, en réalité, ton droit de vote, il a la valeur, donc un intérêt à être emprunté, que quand il y a quelque chose qui est controversé. Ça arrive 1, 2, 3, 4, 5 fois par an. Donc ça arrive à très petit nombre d'occurrences. Et donc en fait, ton capital déposé, le rendement, il va pas être très élevé parce que tu vas pas le prêter pendant très longtemps, tu vas le prêter 1 semaine, 4 fois dans l'année. Ouais. Et tu as des exemples d'ailleurs de propositions comme ça où des personnes sont allées acheter des droits de vote sur Paladin par exemple. Alors, et j'en ai après, sur Paladin, ça remonte à il y a pas mal de temps, donc je sais pas si elles vont me revenir immédiatement en tête. Après, ce qui est super intéressant, c'est que sur les 4 dernières années, nous, on a pivoté, on a fait pas mal d'autres choses. Mais il y a plein de projets qui se sont réinventés le prêt de droit de vote. En disant, j'ai une idée géniale, je vais le faire. Là, le dernier ça s'appelle Lobby DAO, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il fait ça spécifiquement sur Arbitrum. Et bon, ils ont fait ça pour des propositions pour l'élection, par exemple, des gens qui allaient faire partie du nouveau conseil. En fait, Arbitrum se recentralise, ils font une espèce de conseil de gouvernance. C'est 5 personnes qui vont prendre toutes les grosses décisions stratégiques opérationnelles. Mais ça arrivait pas mal de fois. Il y a des propositions, ça aurait pu avoir un intérêt. Par exemple, Uniswap avait fait, quand ils sont devenus cross-chain, notamment pour la DAO, il y avait un vote qui demandait quel serait le service provider qui servirait de bridge à Uniswap, qui était la plus grande application à l'époque. Ouais. Bah, forcément, ces projets-là, ils ont un intérêt à acheter le droit de vote ouais, clairement. pour décider. En réalité, c'est pas eux qui ont décidé, c'est Andreessen Horowitz qui a voté pour la boîte dans laquelle ils avaient investi. C'est pas surprenant, encore une fois. Hein, Parce que les VC investissent dans certains projets, donc ont des tokens en échange et les utilisent évidemment pour voter. Beaucoup de projets n'utilisent pas pour voter d'ailleurs. Soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons politiques. Il y en a, ils veulent pas, ou des raisons opérationnelles, ils veulent pas les répercussions politiques que ça pourrait avoir, ou ils n'ont pas l'infrastructure en place pour le faire.
Parce que c'est pas si facile. Parfois, ils sont dans des wallets institutionnels comme Fireblocks. Ils n'ont pas forcément accès au contrat de gouvernance. Et après, il y a une dernière chose qui est un petit peu plus maligne, on va dire. Certains projets ont des systèmes de staking ou de locking pour accéder à la gouvernance. Et on en fait partie. Et en fait, beaucoup de fonds n'ont pas les mandats pour pouvoir staker, surtout quand il y a un risque de smart contract ou autre supplémentaire, ou encore moins de locker. Donc en fait, ça empêche à certains fonds d'avoir accès à la gouvernance. Ok. Ce que j'allais dire, justement, au final, il y a assez peu de personnes qui participent à la gouvernance des DAO. Et ceux qui participent sont généralement ceux qui ont le plus de billes dans le projet, donc souvent les plus gros investisseurs qui veulent tirer le plus de valeur, en fait. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Ça joue. Après, c'est un modèle des organisations naturelles. Si tu regardes dans les entreprises cotées en bourse, en dehors des plus gros actionnaires, la plupart participent pas de manière différente, de manière active. Ils délèguent la plupart du temps. Un, parce que leur voix n'a pas forcément beaucoup d'impact. Et deux, parce que s'ils ont des petites positions, soit c'est des petits secteurs en général, ils font ça à côté de leur travail, soit ils ont plein de positions, ils ont d'autres choses à faire que gérer la gouvernance d'un endroit spécifique. Donc non, en général, tu as très peu de gens qui sont actifs dans une organisation, c'est vrai, dans une entreprise, dans une association, partout. Donc c'est une organisation comme une autre, en fait, les DAO. C'est juste qu'il n'y a pas encore de statut juridique, en tout cas en France. Ouais, ok. Parce que justement, on en parlait en off, tu me disais que c'est un peu spécial aussi comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on manage une DAO, parce que vous êtes une DAO, du coup. Oui. Est-ce qu'on peut considérer ça comme... Ouais, tu considères que ton projet est comme une DAO, ou en tout cas étant géré, ou en tout cas les gens peuvent participer, donner leur avis et avoir un pouvoir décisionnaire sur certains choix. Oui, alors il y a plusieurs étapes là-dessus. La décentralisation, c'est un spectre, et plus le temps passe, plus je trouve que c'est compliqué d'arriver à aller dans la bonne direction du spectre, de pousser de plus en plus la décentralisation pour des raisons techniques, mais pas que. Nous, on a une société de développement informatique, qui est celle que je gère et que j'ai créée. Et après, on a fondé la DAO et le protocole derrière. On fait de la maintenance, on continue à développer. On essaie de travailler avec des systèmes, on paye les délégués, ou on essaie un conseil actuellement, ou pareil, on paye les gens du conseil pour les faire participer de manière active. C'est extrêmement dur d'arriver à avoir des gens qui sont comme ça devant, et surtout d'arriver à avoir des lignes de front commun. Pourquoi? Parce que on monte en fait des DAO un peu comme des startups. Et le problème, c'est qu'une startup, ça marche avec une vision claire, qui est poussée par une équipe dirigeante. Sauf que quand tu es dans une DAO, tu as ta vision claire, tu as un délégué qui a une vision claire, tu as un investisseur qui a une vision claire, et vous êtes tous arrivés et fait « Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec ça ». Sauf qu'en fait, si chaque petit désaccord, chaque petit sujet stratégique est un désaccord, c'est impossible d'être productif. Plus tu es nombreux, plus de toute façon il va y avoir des tensions, en tout cas des désaccords, et pour mettre tout le monde d'accord ou sur la même ligne, c'est de plus en plus compliqué. Oui, donc je pense qu'il y a des questions... les grandes lignes stratégiques, elles ont intérêt à être définies par la DAO. En tout cas, être soumis à l'approbation de la DAO, au minimum. Après, sur les questions opérationnelles au quotidien, c'est ingérable. Tu peux pas dire « Ah, il faudrait faire ce transfert, est-ce qu'on peut ?» Donc l'idée, c'est d'avoir le plus gros de la trésorerie et des grands enjeux derrière des time logs vraiment décentralisés, des smart contracts où les gens votent on-chain. Et ensuite, d'avoir une grosse liberté opérationnelle qui est donnée à ce qu'on appelle des service providers. Donc nous, on a trouvé un modèle qu'on est en train de tester en ce moment, qui nous paraît de plus en plus cohérent. C'est un peu le modèle de celui de AV, qui est en fait de contractualiser, que la DAO contractualise avec plusieurs boîtes, dont la mienne, qui eux vont travailler sur des tâches un peu toutes différentes. Et donc ça te permet d'avoir plusieurs acteurs qui sont incentivisés parce qu'en fait c'est leurs gros clients, et qui vont travailler autour de la chose. Et tu peux avoir des délégués à côté, etc. Mais c'est très dur d'arriver à trouver un incentive qui leur permet eux de participer, et en tout cas que ça soit de manière... j'ai envie de dire, j'aime pas le mot rentable pour la DAO, mais que ce soit de manière pertinente, parce qu'il y a un gros premium, les contributeurs en gouvernance centralisée coûtent souvent très cher. Et quand tu dis délégué, en fait, c'est des personnes comme moi, par exemple, qui pourraient... je prends d'intérêt pour le projet et je me dis, bah tiens, je veux contribuer, je veux apporter ma pierre à l'édifice, et donc je participe à la gouvernance, en tout cas à faire des propositions d'évolution, etc., etc. Ouais, ça. Et en échange, voilà, je peux être, parce que c'est pas forcément toujours le cas, rémunéré en token. C'est ça, ou en cash en fait. Ouais. Ce qu'on est en train de voir de plus en plus, par exemple avec AV, mais aussi d'autres DAO,
c'est que quand ça commence à vraiment bien gagner de l'argent, à la place de payer en token, tu payes en cash. Déjà parce que le token, il y en a de moins en moins au fur et à mesure des distributions, et de deux, parce qu'en fait, au final, le token c'est bien, mais les gens, il faut bien payer le loyer, il faut bien payer les courses, il faut bien payer un train de vie. Ouais, si tu leur vends, de toute façon, si tu leur donnes le token, ils vont certainement le vendre, et donc ça va ajouter une pression vendeuse peut-être Oui. sur le token. Et d'ailleurs, c'est un grand sujet. On a beaucoup de protocoles qui commencent avec des valorisations extrêmement élevées, et c'est parce que soit le protocole a décidé de la valorisation de départ, ce qui à mes yeux est totalement illégal, il n'y a jamais de loi qui est sortie là-dessus, mais non, on a toujours été très vigilant là-dessus. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de propos d'achat au début, parce qu'en fait, la supply est très, très illiquide. Donc il n'y a pas beaucoup de la supply qui est distribuée et beaucoup de gens qui veulent obtenir. Et en fait, au fur et à mesure, on distribue la supply pour la croissance, c'est un peu un budget marketing, et les gens, ils le prennent et ils le vendent. Et donc en fait, tu as souvent beaucoup plus de pression de vente à cause des émissions que de pression d'achat. Et c'est pour ça que beaucoup de tokens ont une charte très similaire qui est descente. Ouais, et tu as beaucoup de projets aussi qui vont un petit peu magouiller leur vrai supply, ce qu'on appelle leur vrai nombre de tokens en circulation. En fait, ils annoncent un nombre de tokens assez élevé, alors qu'en fait, le nombre de tokens est assez faible et le reste est loqué, ou en tout cas n'est C'était une pas... spécialité des années 2022-2023, c'est ce qu'ils appelaient comment ils appelaient ça, les c'était le supply high LTV, c'était ça? Ouais, c'est ça, Ouais, après, c'est compliqué ces trucs-là parce que on voit ça comme de la création de valeur ou de la destruction de valeur. En fait, en réalité, c'est juste de la redistribution de valeur parce que l'argent, il vient bien de quelque part. À un moment, c'est des investisseurs qui ont mis de l'argent, des gens qui ont fourni de la liquidité, des market makers qui sont passés. Et le problème, c'est que c'est juste un transfert de richesse de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est un peu tout le problème à mes yeux des meme coins, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui auraient acheté des actions, même des tokens crypto, ou de l'or, ou ils auraient acheté dans l'immobilier, c'est de l'argent qui sont coulés dans du meme coin. Donc en fait, ça contribue à un appauvrissement de la population. Et tu donnes de l'argent à des mecs qui sont à Dubaï ou des endroits comme ça et qui font rien à faire, hein, ils vont se payer des sushis à 200 € grâce à toi. Hein. Donc moi, c'est ça mon problème par exemple avec les meme coins. De toute façon, on a vu un vrai business émerger autour des meme coins, des gens qui étaient spécialisés dans le lancement avec Pump.fun, notamment de dizaines, centaines, milliers de meme coins. Et il y avait un rapport qui a été sorti là-dessus, on vous le mettra en description si je le retrouve, mais qui disait vraiment qu'il y avait des boîtes qui étaient spécialisées là-dedans et qui arrivaient à générer des dizaines de millions de dollars en lançant des centaines, des milliers de meme coins. Ouais, et Et puis à chaque fois avec le même process, en rug, en vendant et en gagnant l'argent des investisseurs un peu qui pensaient faire un fois 1000. ouais, et le secteur a atteint un point d'or quand Trump a créé son propre meme coin. Enfin, il a travaillé avec des gens qui l'ont créé. Ça a en même temps tué le secteur et ça a beaucoup légitimisé des choses qui n'avaient pas forcément raison d'être en crypto. Aujourd'hui, en fait, le secteur a énormément changé en 4 ans depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Il y a eu un vrai mouvement très organique au début où tu sortais un concept un peu cool, tu arrivais à le faire voir en venant chez des médias comme vous, tu faisais parler, des gens venaient déposer, tester, et après c'était à toi de continuer à créer de la valeur par-dessus. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Je suis totalement convaincu que ce qu'on a fait il y a 4 ans, on n'aurait pas été capable de le faire aujourd'hui. Parce qu'il aurait fallu lever beaucoup plus de fonds, on n'avait pas la réputation professionnelle, on était jeunes pour lever autant d'argent que qu'on a fait, les gens ne pourraient pas déposer chez nous, il aurait fallu faire beaucoup plus d'audits, et surtout, toutes les idées assez simples, elles ont déjà été faites. Donc tu es beaucoup plus dans la complexité, tu as besoin d'une équipe beaucoup plus technique, et il y a beaucoup plus de compétition sur le marché. Tu crées plus juste un protocole de lending, il faut que tu aies pour faire du crédit, il faut que tu aies vraiment une grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire pour que quelqu'un qui a du capital chez AV aille chez toi à la place? Pareil, si tu crées un stablecoin, comment est-ce que tu vas te démarquer des 300 stablecoins qui existent aujourd'hui? Ouais, c'est intéressant ça. Parce que tu as soit des choses très simples, je pense, comme des meme coins, où n'importe qui peut le lancer, et tu as déjà des acteurs bien établis qui font des choses, on va dire, maintenant, qui sont rentrés dans le domaine du commun, quoi. Et puis après, maintenant, pour se différencier, il faut aller plus loin, dans des choses un peu plus techniques, ou en tout cas trouver un problème spécifique qui n'est pas encore résolu, quoi. C'est ça. Ou vraiment vraiment créer un produit qui est 10 fois meilleur que ce qui existe actuellement. Ce qui existe, hein, tu regardes aujourd'hui, la plupart des crédits en crypto, je parle beaucoup de ça parce que c'est un sujet qui est probablement le plus important, c'est la plus grosse part de l'économie avec les produits dérivés. Et aujourd'hui, le crédit en finance traditionnelle est un produit supérieur au crédit en finance crypto. Parce qu'on est obligé de le surcollatéraliser avec de la crypto, en Ouais. finance crypto. Donc ça ressemble plus, c'est un prêt lombard en fait, ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais après, si jamais tu vas avoir un produit qui soit équivalent à la finance traditionnelle, ça arrive aussi avec son lot entre guillemets, problématiques.
C'est-à-dire qu'il faut être capable de t'identifier peut-être off-chain, c'est-à-dire dans le monde réel, savoir qu'est-ce que tu possèdes dans le monde réel par rapport à ce que tu veux emprunter on-chain, donc sur la blockchain, pour être en capacité d'aller récupérer par rapport à ce que toi tu possèdes, l'argent que tu n'aurais pas remboursé sur un prêt. Ouais, en fait, tu as une attache entre le monde numérique, le monde on-chain et le monde off-chain qui doit se faire. Ce qui a une opposition totale avec les idées cypherpunk de base, hein, parce que les idées cypherpunk, c'était quand même une notion de souveraineté individuelle qui est extrêmement forte. Je ne suis sous la contrainte de personne. C'est ça quand on parle d'autonomie, hein, à la base. Donc en fait, le paradoxe, par exemple, des DAO, c'est que le A dans autonome, ça veut pas forcément dire autonome automatique, par exemple, comme ce que fait l'Equity, mais ça veut dire autonome au sens, il n'y a pas de juridiction souveraine par-dessus celle du protocole. Et ça, à partir du moment où tu commences à avoir une entité légale, bah hop, tu te mets sous la juridiction du droit dans certains pays, et donc tu n'es plus autonome. Donc il y a une espèce de contradiction. Elle est super importante parce que aujourd'hui, il y a vraiment deux idéologies qu'on est en train de voir en crypto. L'idéologie originelle du purement autonome, donc qui est en crypto, qui restera en crypto, qui va être coupé du monde. Et après, l'interface on-chain, off-chain, qui, elle, est en train de prendre de plus en plus d'importance, qu'on peut appeler du CDFI, par exemple. Et l'idée, c'est, bah oui, mais tu vas respecter des normes KYC, AML, etc., pour que les deux puissent interagir. Et la réalité, c'est que probablement 95% des usages vont avoir lieu sur une espèce d'économie formelle qui sera structurée, par exemple avec Mika 2 notamment, j'espère. Et tu verras cette différence où en fait tu pourras faire ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire c'est à chercher ton KYC, tes informations personnelles, il y aura un lien, tu peux avoir des problèmes avec la loi si tu respectes pas certaines choses, et ça te permet de faire du crédit sous-collatéralisé, des choses un peu plus complexes qui sont possibles grâce au droit. D'un côté, il y aura cette économie, j'ai pas envie de dire noire, mais grise, qui sera purement on-chain. Ouais, les deux pourront cohabiter, mais peut-être cohabiteront, mais de manière totalement séparée. Et les deux ne pourront pas échanger. Ou en Bah, tout il est cas, très de probable manière... que ce qu'il soit dans les protocoles noirs, entre guillemets, se fasse blacklister par les protocoles de CDFI. Ce qui est regrettable. Après, je pense que les protocoles entièrement décentralisés autonomes sont une nécessité à l'avenir. Parce que tout d'un coup, quand il y a un État qui se retourne contre sa population ou des choses plus complexes qui peuvent arriver, bah, tu es très content que ces technologies elles existent. Ouais, tout à fait. Et tu es assez... tu me disais que tu étais quand même de plus en plus critique sur bah, voilà, l'écosystème, peut-être de manière générale. Est-ce que tu penses que il y a ce mème où en 2017, on voyait tout le monde, il y a ce mème, on voit en 2017 les gens dire fuck the banks, on va changer le monde, on va révolutionner la finance, etc. Et en 2024-2025, on est bon, allez, quand est-ce que les institutionnels arrivent, on veut des ETF, allez, les banques, elles lancent toutes leurs stablecoins, ça va être super, etc. Est-ce que tu penses qu'un peu la philosophie cypherpunk originelle de la crypto a disparu et qu'en fait, on est en train de perdre, entre guillemets, la bataille et que le monde traditionnel est en train de s'approprier bah, la crypto via les stablecoins, via ce qu'on appelle aussi les RWA, les Real World Assets, les actifs tokenisés. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Oui, mais c'est pas surprenant. Parce que le mouvement cypherpunk, c'est quand même un mouvement de marge, de base. Comment dire, excuse-moi. Ce qui se passe, c'est que les gens qui attendent tout ce que tu viens de dire, c'est pas les mêmes personnes que ceux qui voulaient les actifs cypherpunk. C'est des gens qui avaient les idées au cypherpunk. Les gens qui avaient des idées au cypherpunk, c'est des gens qui mènent encore le combat ou qui ont pris leur retraite tellement ils sont faits d'argent, parce qu'ils étaient là au début de ces promesses-là. Alors que les gens qui demandent cette adoption, c'est des gens qui ont acheté plutôt récemment, qui voient ça comme la prochaine table de croissance, des entrepreneurs, par exemple comme moi, ou des institutionnels eux-mêmes. Le paradoxe, c'est qu'on n'arrête pas de dire quand est-ce que les institutionnels arrivent, ça fait 10 ans qu'on le dit. Et allez, pas 10 ans, mais ça fait depuis 2018 qu'on l'entend celui-là. C'est un mème. Et aujourd'hui, on dit oui, les institutionnels sont là. Ce matin, il y avait une news qui disait que JP Morgan avait fait sa première transaction on-chain sur une blockchain publique. Ils ne sont pas les institutionnels. Ils font des tests, comme ils font des tests depuis maintenant plus de 5 ans. Il suffit de regarder ce que la Société Générale Forge fait, par exemple. Ils ne sont pas vraiment là à l'échelle. En tout cas, pas sur la finance décentralisée, ils ne le seront pas. Ils vont construire leur propre infrastructure, trouver des moyens de le faire. On voit beaucoup d'acquisitions dans le secteur crypto à crypto. Coinbase viendra acheter Deribit. Stripe, pour s'intégrer à la crypto, ils ont acheté Bridge. L'émetteur de stablecoin USDB. Alors, à la base, ils faisaient juste du paiement
enfin c'était plus compliqué que ça. Ils faisaient de la gestion avec les secteurs de paiement entre stablecoin et dollars, et maintenant ils ont sorti leur propre stablecoin. Ce qui n'est pas surprenant. On pourra revenir après. En tout cas, nous, ça correspond avec la thèse qu'on est en train de construire autour des stablecoins. En fait, toute technologie nouvelle est poussée par des nerds au début, des passionnés. Ça, c'était les cypherpunks qui ont des idéaux. Et après, peu à peu, ce sont des gens qui comprennent, qui sont la moitié entre la technologie et le business, qui prennent sort, qui montent des entreprises, etc. Et après, il y a un peu les gens qui comprennent l'opportunité, qui sont un peu plus sociopathes et qui sont là pour se dire, il y a de l'argent à se faire, comment est-ce que je fais pour marketer la technologie en grand et faire des promesses. Et en fait, la plupart de ces gens-là sont en fait, et c'est du pipeau. Et ça se trouve avec les mêmes coins, avec toutes ces espèces de boîtes qui n'avaient pas vraiment de finalité, où c'était juste, on peut faire fortune. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens-là ont beaucoup plus réussi que nous, alors qu'on construit depuis 5 ans dans l'écosystème. Mais c'est pas grave, parce que nous, on voit vraiment une opportunité long terme des deux côtés. Un, de la part purement décentralisée, qu'on aimerait continuer à développer, mais aussi de la part grand public, qui est un produit qui sera accessible au grand public. Et donc, il faut qu'ils suivent des normes légales pour que les gens puissent rentrer dedans en toute sécurité. Ok, ah oui, donc vous développez quand même ces deux visions-là en parallèle pour le moment, le côté un peu vraiment purement décentralisé, cypherpunk, et le côté un peu plus grand public, institutionnel, régulé, pour que n'importe qui, en tout cas, ait un peu confiance et puisse utiliser. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Ça serait extrêmement compliqué d'arriver à gagner sa vie sur le long terme sur un produit purement décentralisé. Parce que, oui, on contribue, on n'a pas forcément tous les revenus de la DAO, c'est pas le but. Mais l'objectif, c'est quand même, aujourd'hui, on a 8 salariés dans la boîte, c'est de payer les gens à la fin du mois. Ils sont des enfants, il faut être capable de qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent nourrir leur famille. C'est un moment, on a aussi une table de maturation, pas juste en tant que communauté. La communauté a totalement changé, mais aussi la manière dont le business se fait dans l'écosystème, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 4 ans. Mais aussi en termes d'être humain. Nous, on a monté la boîte, on avait 25 ans, aujourd'hui, j'en ai 30. Et c'est pas les mêmes besoins aussi que tu peux avoir, effectivement. Oui, t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes aspirations, t'es beaucoup plus lucide par rapport à ce que tu fais. À 25 ans, tu montres quelque chose. Il y a quand même beaucoup d'ego, tu veux te prouver quelque chose. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire, on s'est prouvé quelque chose, c'est incroyable ce qu'on a fait. Loin de là, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qui ne marchent pas dans ce qu'on a fait, qu'on peut améliorer. Mais c'est de dire, comment est-ce que je me projette sur le long terme? Qu'est-ce que je fais pour créer, une activité long terme qui va me permettre d'en vivre, mais aussi qui va permettre de répondre à des utilisations concrètes. Ça, on les voit de plus en plus, parce qu'on parle de plus en plus avec les gens, parce qu'on a du recul, parce qu'on est beaucoup plus cynique sur la réalité du marché. Ok. Et donc, si je reviens sur l'évolution de Paladin et de tous les produits que vous avez pu lancer, donc tu disais 8 produits, c'est ça? 6 qui vont disparaître, 2 restants, donc Quest et Rings, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus-là? Comment est-ce qu'on se dit, on va arrêter, comment on se dit déjà, on va développer 8 produits différents? C'est quoi? C'est pour essayer de tester plein de choses et de trouver un peu le bon produit? Et ensuite, comment est-ce qu'on se dit, il est temps peut-être de s'arrêter et de se concentrer sur les 2 produits qui fonctionnent bien? Ok. Par où commencer? Déjà, plus tu as de produits, plus tu as de maintenance à faire. Donc en fait, à un moment, c'est juste par rapport à l'équité qu'on est, par rapport à la rentabilité de certains produits, ça ne vaut plus la peine financièrement de les maintenir. C'est des produits qui sont toujours accessibles, parce qu'on les a déployés on-chain et ils sont entièrement autonomes, pour tous sauf un. Et donc, c'est juste qu'on va retirer le front-end éventuellement quand tous les fonds sont sortis. Ok, donc toujours accessible via smart contract, et donc Exactement. pourra se connecter à Etherscan par exemple, et puis aller connecter son Exactement. wallet et effectuer les Et actions. on laissera la documentation, comme ça les gens trouveront. C'est l'avantage d'ailleurs de la blockchain, entre guillemets, c'est que même si le front-end disparaît, on peut toujours interagir avec le smart contract, et donc il n'y a pas besoin de front-end, ou quelqu'un peut reconstruire un autre front-end de son côté pour faciliter l'interaction. Après, il faut que ça soit vraiment entièrement décentralisé sur toutes les fonctions. Parce que nous, on a des produits, par exemple, où il y a une opération à faire, par exemple, 1 fois par semaine pour activer la redistribution du rendement. Et donc, si plus personne active la distribution du rendement, il n'y a plus de rendement. Donc, c'est plus ça, parfois, les points bloquants. Pourquoi est-ce qu'on a créé plusieurs produits? Parce que c'est probablement de ma faute. Parce qu'on a été très opportuniste, qu'on a vu des choses, on a voulu continuer à essayer, continuer à itérer. C'est notamment du fait qu'on n'avait pas vraiment de produit qui marchait suffisamment pour qu'on soit entièrement concentré dessus. C'était grand débat interne, notamment avec mon cofondateur, où il y avait une école où on se concentrait vraiment sur un produit et on continuait à aller à fond dessus, et l'autre disait ouais, mais de toute façon ça marche pas, à un moment il faut continuer à tester des choses. Il y a des produits qu'on aime beaucoup, dont on est fiers, mais qui n'ont pas forcément d'avenir parce que c'est une question d'échelle. En fait,
tu fais les maths, tu regardes combien tu peux prendre d'argent quand tu as une certaine part du marché. Et si, quand tu regardes qu'avoir 50% du marché, c'est pas suffisant pour être rentable, il faut se poser des questions. Parce que déjà, avoir 50% du marché, c'est énorme. Ah, vous aviez 50% du marché sur un des produits? C'est un exemple. Ok. Mais oui, ça nous arrivait. Et parfois, en fait, c'est juste que le marché adressable est tout petit. Ouais, tellement de niche que. Alors que parfois, tu es sur des marchés où 0,1% du marché, bah, tu as 10 fois ta Ouais, rentabilité. mais après, des fois, tu peux te concentrer sur un marché de niche et ensuite t'étendre. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Le problème, et là on s'est fait avoir, c'est que sur les questions de gouvernance, on pensait qu'on allait avoir une technologie et qu'elle serait réplicable à grande échelle. Le problème, c'est que chacun veut son propre standard de gouvernance, donc chacun modifie un tout petit peu ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est pas vraiment possible d'avoir une technologie globale pour gérer les questions de gouvernance, que ce soit le prêt de droit de vote ou autre chose. La raison pour laquelle AV ou Uniswap marche, c'est parce que tout le monde a utilisé des ERC20. Mais à un moment, sur la mania NFT, on a vu AV qui commençait à se dire peut-être que je devrais ajouter des NFT en collatéral. Donc, à un moment, il faut que tu dois utiliser le fait que l'industrie est standardisée pour pouvoir te développer à l'échelle. Et nous, on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de standard. Et ils n'existent toujours pas aujourd'hui. Il n'y a pas de standard de gouvernance. Même quand tu utilises des V-tokens à la curve, tout le monde modifie un tout petit peu son code. C'est-à-dire que tu dois recoder ton truc pour être compatible avec la plupart des nouveaux. C'est quoi l'intérêt de modifier qu'est-ce qui peut être spécifique à chaque. Je pense qu'ils ont raison en plus. Alors, tu as deux choses. Un, tu as l'ego. Je vais pas juste copier-coller, je veux faire quelque chose moi-même. On l'a vu beaucoup, c'est pas juste du copier-coller, il y a plein de projets qui disent ouais, ça c'est bien, mais moi je peux faire mieux. C'est souvent pas mieux d'ailleurs. Mais on le voit même en interne chez nous, c'est normal. Il y a une partie d'égo des développeurs, mais pas que, de se dire bah ça sera mieux si c'est moi qui l'ai fait. Je comprends tout à fait. L'autre partie, c'est que tu n'as pas intérêt à copier un pour un les tokenomics d'un projet, tu as intérêt à les adapter à ta propre situation, pour comprendre quel est ton contexte, et tu t'adaptes en fonction de ta communauté, de tes besoins, etc. Et donc, la plupart des gens, ils adaptent leur tokenomics en fonction de leurs besoins, avec à tort ou autre. Mais Donc les tokenomics, c'est les émissions de tokens, combien de tokens. c'est ça. Comment est-ce que tu distribues, comment est-ce que tu alloues les ressources, etc., en fonction des ressources que le protocole est capable d'accumuler. C'est exactement ça. Ok, et il n'y a pas de standard. Ok, moi je pensais en fait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un standard commun pour que ça fonctionne en termes de vote. Bah, ça dépend. Tu as des standards on-chain, tu as Aragon, tu as Tally, tu as le gouverneur de. Mais il y en a plein. Donc ça, c'est plein d'applications qui te permettent de gérer tes. Le plus gros, c'est ta Snapshot. gouvernance. Mais Ouais. Snapshot, c'est pas on-chain. C'est une technologie off-chain. Donc Snapshot, c'est tu vas là-dessus. Enfin, t'as une proposition, on va te faire une proposition. Toi, tu détiens un certain nombre de tokens. Tu vas utiliser tes tokens pour dire oui, non, je m'abstiens. Et puis voilà, ensuite, après, les décisions peuvent être prises ou pas selon. En gros, Snapshot, c'est une plateforme qui regarde combien de gens ont un certain token. Tu peux spécifier n'importe quel token sous n'importe quelle forme. Et après, ça leur donne accès à voter, à créer des propositions ou voter en faveur ou contre. Et donc, tu peux créer des règles pour que les gens votent. Et après, ce que ça fait, c'est que ça prend à la fin du vote et ça le poste on-chain. Ok. Donc là-dessus, vous avez. Donc ça, c'est un produit que vous allez certainement que vous allez abandonner, le côté gouvernance. Le côté pas là dans landing, en fait, on n'y a pas touché depuis, je crois, 3 ans. Ok. On a maintenu l'application, on a dit qu'on était en train de la fermer, que les gens devaient sortir leur capital. Je crois qu'il reste 170 000 $ dessus. Ce qu'ils vont sortir un jour, j'espère. De toute façon, on ne peut pas y toucher. Mais C'est des gens qui ont oublié, ça se trouve qu'ils avaient déposé là-dessus ou qui ont perdu leurs accès à leur portefeuille et qui ne peuvent plus bouger les fonds, ce qui est possible. c'est très possible. Mais oui, du coup, nous, on va se concentrer, un, sur les activités sur lesquelles on est rentable, et deux, sur lesquelles on a une capacité de maintenance. Parce que, en fait, à un moment, ça vaut plus la peine, et puis c'est l'heure de passer à quelque chose de nouveau, d'avoir une proposition de valeur plus claire, parce qu'aujourd'hui, on a un token. Et c'est important que les gens comprennent bien la vision qu'on a, et qu'on apporte une proposition de valeur et un narratif structuré. Et toute l'idée de ce rebrand Trevi, avec Trevi Quest et Trevi 1, c'est qu'on devient une plateforme spécialisée pour l'accompagnement et la croissance des stablecoins. Donc on a une branche qui permet la liquidité sur Curve, sur Balancer, sur Uniswap, et une branche qui permet l'intégration dans l'écosystème DeFi, donc créer de la demande pour eux. C'est-à-dire on les intègre sur des chaînes avec notre Meta stablecoin en marque blanche. On est sur Sonic aujourd'hui avec le SCUSD. Mais aussi en leur permettant d'avoir un endroit où les gens peuvent venir déposer leur capital pour avoir une utilité. Ok.
Et donc, ça, c'est le produit qui s'appelle actuellement Rings. Exactement. Donc, vous allez fusionner Quest et Rings, c'est ça, sous la bannière Trivi. Ouais, ça devient une marque ombrelle en fait. D'accord. L'idée, c'est d'arriver avec des nouvelles tokenomics beaucoup plus simplifiées, une marque plus claire, une proposition de valeur plus claire. Et notre espoir, c'est, les gens comprennent mieux ce qu'on fait. Aujourd'hui, concrètement, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement de stablecoin grâce à des livrets d'épargne. Ça, c'est ce qu'on donne plus pour les particuliers, d'un côté. Et de l'autre, c'est être capable de dire, OK, toute cette proposition de valeur, tout ce que vous voyez, après d'avoir 8 applications avec des revenus qui viennent un peu partout, ça va être concaténé. On travaille avec Token Terminal, avec DeFi Llama, et il y aura des bonnes affiches avec des bilans directement on-chain qui permettront de voir combien le protocole gagne, comment est-ce que ça fonctionne, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de créer beaucoup plus de clarté pour les utilisateurs et pour les investisseurs. Ok. Et donc là, le token actuellement, c'est le PAL, donc en Ouais. référence à Paladin. Donc vous êtes en train de le migrer, c'est ça? C'est ça exactement. Comment est-ce que ça se passe? Une migration alors de token? Est-ce qu'on doit demander l'accord à la DAO Bien justement? sûr. Comment est-ce que ça se passe? L'accord, on a écrit une grosse proposition, il y a eu des débats pour, contre, le vote est passé. Donc maintenant, on est en train de faire les smart contracts, on va devoir les auditer pour que cette migration ait lieu. Et concrètement, ce que tu fais, c'est que tu as un contrat où les gens viennent déposer leurs tokens, tu les brûles idéalement, tu le les token rends PAL. inaccessibles, Ok. token PAL, et en échange, tu donnes de ces nouveaux tokens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les vester. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais la migration, tu n'es pas liquide directement. Ta seule manière d'être liquide directement, c'est d'accepter de te faire slasher. Donc, en fait, ça veut dire que tu auras un petit peu moins de tokens, tu vas être liquide immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut éviter que les gens viennent juste trader l'événement. Ils achètent, ils se disent, oh, il va y avoir une grosse période de hype et je revends. Parce que ce que les gens pourraient se dire, c'est j'achète le token PAL à 1 $, Ouais. je récupère, pour un token PAL, je récupère un token Trivi. Ouais. Tu auras un peu moins parce qu'en fait, on change la supply de 50 millions à 20 millions. Ok. Donc, mais c'est Mais ouais, pour 1 $ de PAL, je Ouais. récupère, je vais peut-être récupérer. 0,40. Enfin, tu récupères 1 $ de Trevi à 0,40 en théorie. C'est ça. Mais les gens peuvent se dire, bah, en fait, avec ce rebranding, etc., le cours du Trivi va exploser, donc j'achète maintenant pour 1 et je revendrai peut-être pour 3, 4, 5 C'est ça. après. Et donc vous, ce que vous faites, c'est que vous bloquez les gens qui vont migrer leur PAL, enfin qui vont bloquer leur PAL, vous les bloquez, et vous leur dites, bah, si vous voulez les retirer, vous allez perdre un pourcentage de... Mais en fait, l'idée, c'est juste de dire que si les gens veulent acheter, ils achèteront quand il y aura le nouveau token et pas maintenant. Ça permet juste de créer un meilleur narratif à la sortie du protocole. Ouais. Ça a très peu d'impact en réalité. La plupart des gens qui vont être vestés, c'est des acteurs historiques et c'est l'équipe et les investisseurs. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va totalement changer le modèle des tokenomics, c'est la manière dont le protocole fonctionne. Service provider, nous, mais il y a 2 autres équipes inclus, et j'espère qu'il y en aura d'autres ensuite, auront leurs charges mensuelles qui sont payées par la DAO, elles vont facturer à la DAO. Et après, tout le reste, ça ira pas dans une trésorerie à rien faire, ça sera entièrement redistribué aux gens qui stakeront le token. Ok. Donc ça va devenir un token à rendement. En revanche, ça ne sera pas des dividendes parce qu'en fait, ça va être un système un peu comme avait sur le safety module où tu prendras en charge l'assurance des fonds cas où un jour il y a de la perte sur le protocole. Ok, je vois. Donc si je reviens juste sur la migration du token PAL vers le token Trivi, ça a été approuvé donc par la DAO. C'est-à-dire Ouais. que la majorité des gens qui ont voté ont accepté de voir leur token PAL bloqué et de pouvoir ensuite les transformer en Trivi dans les prochaines semaines, mois, ou je sais pas la durée de blocage du coup du token. Ok. Et donc ce token-là, ce nouveau token Trivi, tu disais, ça va permettre un peu comme des actions qui distribuent les dividendes, en fait, de pouvoir avoir un pourcentage du revenu que génère Trivi, quoi. C'est un système assurantiel, on va dire. J'aime pas trop l'idée de dividende parce que ça rapprocherait d'une action ou d'un instrument financier. C'était là où je voulais en venir, justement. Est-ce que c'est possible de le faire aux États-Unis, maintenant que la réglementation s'est assouplie, a priori, il y a beaucoup moins de cryptos qui sont considérés comme étant des securities. Bien sûr. Mais est-ce qu'en Europe, c'est possible de... Alors nous, la société est européenne, française, mais 80% des utilisateurs ne sont pas en Europe. Et donc tout le débat, et c'est quelque chose il va falloir en discuter avec la DAO, c'est si on fait ça, on doit avoir une incorporation légale quelque part pour la DAO. Et si oui, on la fait où? Et aujourd'hui, la simple réalité, c'est qu'il n'y a aucun mode légal de le faire en France. Ça fait 5 ans qu'on demande, il n'y a aucun travail officiel de possibilité d'incorporation d'une DAO.
Morpho a par exemple essayé avec une association française, mais tu peux rien faire, tes points sont liés. Et donc la simple réalité, c'est que les DAO devront être créés autre part qu'en France et en Europe. C'est triste, mais il n'y a pas de moyen de le faire. On a tout cherché, on a payé des avocats, on a parlé avec plein de gens. De toute façon, la plupart des utilisateurs, des investisseurs, tous les investisseurs ne sont pas, aucun investisseur n'est français, puisque les Français n'ont pas investi dans notre projet. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui vont se passer en dehors de la France et de l'Europe, malheureusement. Ok, merci. Et donc, du coup, la transition donc, vers le produit Rings, donc Rings et Paladin qui sont sous la même ombrelle, enfin Rings et Quest, pardon, qui sont sous la même ombrelle Trivi. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à développer Rings? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse? Ouais. Moi, j'ai un fantasme depuis quelques années, c'est vraiment l'objectif professionnel, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire une monnaie flottante, quelque chose qui est décorrélé du dollar et de l'euro. On avait parlé avec beaucoup de clients, beaucoup de fonds, notamment en automne dernier. Et en fait, il n'y a pas de marché pour les monnaies flottantes aujourd'hui. Il n'y a pas d'intérêt, c'est extrêmement dur à faire. On connaît pas mal de projets comme Reflexeur qui en ont fait. Et ça n'a jamais marché parce qu'aujourd'hui, le go-to-market, il est non existant. On doit continuer à itérer, continuer à chercher. Et on avait une technologie de fond qui était assez intéressante. Et quand on l'a pitché à quelques chaînes, Sony qui est venu vers nous, nous a dit écoutez, c'est super intéressant, on a quelque chose de similaire en tête, mais il faudrait le faire pour du dollar. Est-ce que vous êtes intéressé? On a continué, on s'est dit, bah, ça peut être intéressant quand même, les émetteurs de stablecoin, c'est nos clients principaux. Peut-être qu'on peut essayer de comprendre un petit peu plus comment ils réfléchissent si on fait quelque chose nous-mêmes. Ok. C'est comme ça qu'on s'est lancé à Rings. Juste quand tu disais monnaie flottante, qu'est-ce que tu appelles monnaie flottante? C'est une monnaie qui n'est pas indexée par rapport à du dollar ou de l'euro. Donc en fait, elle est indexée à une autre valeur ou à un autre système de logique. Ok. Et donc, dans le cas tu parlais de Reflexeur, c'était adossé à quoi pour le coup? C'est adossé à de la volatilité d'Ethereum, en gros. Ok. Ok. Mais la valeur restait similaire. Bah, La du valeur coup, était de 1,2, non, dollars, quelque non, chose non, comme non, ça? bah, du coup, ça bouge en fonction. Du coup, Ah c'est oui. pas, c'est proche. En fait, tu veux quelque chose qui soit pas trop volatile par rapport à l'euro ou au dollar, mais qui va quand même. Par exemple, le réflexeur a commencé à 3,14 $. Aujourd'hui, ça va être à 1,08 $, si je dis pas n'importe quoi. Ok, ouais. Donc, il y a quand même une énorme volatilité par comparé à des En stablecoins 3 ans. traditionnels. Oui et non, parce que tu regardes, l'euro-dollar, il a fait 12% sur les 6 derniers mois. Donc ça bouge en fait. C'est juste que, vu que notre centre de référence, c'est l'euro, c'est le dollar, on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais en réalité, entre l'inflation et le forex, ça bouge. Et c'est un petit peu ça toute la logique. Moi, la réflexion qu'on a, c'est est-ce qu'on peut faire une monnaie qui n'est pas plus intéressante pour les particuliers ou pour des entreprises. Et je pense que ça va être la deuxième vague des stablecoins. Aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, le stablecoin, c'est l'unité économique le plus bas d'une entreprise, d'une entité économique. Et donc, ça vaut la peine de déterminer son propre stablecoin parce que tu peux internaliser des effets réseau économiques de ta boîte. Qu'à partir du moment où tu fais une certaine taille, je pense que tout le monde va créer son stablecoin. En revanche, maintenant, on l'indexe entièrement au dollar. Parce qu'en fait, la monnaie, tu as 3 utilisations. Tu as moyen d'échange, étalon de mesure et réserve. Le moyen d'échange, aujourd'hui, bah, on en a déjà parlé, c'est les questions de liquidité. L'étalon de réserve, on utilise le dollar parce que c'est pour ça, en fait, tout le monde s'indexe au dollar aujourd'hui. C'est un risque, notamment pour nous en tant qu'Européens. Et après, la dernière, c'est la question de la réserve. Ça, c'est un autre sujet encore. Ok. Et donc, tout le monde va lancer. J'aime bien ton idée. Pour toi, toutes les entreprises, tout le monde va à terme lancer son stablecoin. Parce qu'on voit beaucoup. Il va y avoir une manière. Où je pense qu'il y avait 20 émetteurs de stablecoin il y a 3 ans, 4 ans. Il y en a 250, 300 même, peut-être même plus maintenant. Il y en aura 2500 à la fin de l'année prochaine ou à la fin de l'année. Et il y en aura 10 000 dans 2 ans. Voilà, on a vu, il y a en mai, là, en avril-mai, on a eu quoi? On a eu des grosses annonces. On a eu Stripe, on a eu Visa, Mastercard qui ont aussi annoncé. On a eu ING aussi qui travaillait sur un stablecoin euro. Meta qui viennent de le... Meta, mais pour le coup, eux, ils utilisent de l'USDC a priori. Ah ouais? Ouais, a priori. C'est officiel ou l'USDC, de ce que j'avais cru voir. Eux, ils ont été très avant-gardistes là-dessus. C'est les premiers. Ils ont essuyé les pots cassés pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a une administration qui est en faveur. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis où ils dérégulent beaucoup. Il va y avoir plein de choses qui vont être essayées et après, ça va être réglementé. Parce que Meta, Facebook, à l'époque, avait lancé Libra, renommé en Diem, qu'ils ont abandonné. Ils ont vendu même la tech à Aptos. Oui. En tout cas, ouais, ils ont vendu la tech, ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on a le comportement exactement contraire en Europe aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a une déréglementation totale et on encourage les entrepreneurs à créer des stablecoins dollars. Donc en fait, on est passé, c'est une nouvelle vague de croissance du dollar. On a eu les pétrodollars, les euro-dollars, les pétrodollars, et maintenant ce qu'on appelle les crypto-dollars.
Et de l'autre côté du continent, de l'Atlantique, ici en Europe, on continue à avoir la Commission européenne et l'Union européenne en général qui s'entêtent à vouloir faire un euro numérique et donc à empêcher tout développement de stablecoin. Et donc il y a un double problème aujourd'hui avec la crypto en euros, c'est de absolument aucun acteur institutionnel non européen veut toucher à l'euro. C'est quasiment radioactif, notamment en crypto. On a beaucoup parlé, nous on nous a dit si vous avez de l'euro, on n'y touchera pas et on ne touchera pas à votre produit, ce qui est regrettable. Des investisseurs ou des gros... Des fonds, gros. c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui la plupart des clients, quand on parle, c'est des institutionnels, c'est des professionnels. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réglementation pour le faire correctement. Et donc, on peut pas. C'est pas possible d'opérer un dollar stablecoin. Il y a des produits, Angles, qui avait une technologie excellente, n'a pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Donc, tu peux pas. Ouais. De toute façon, là, je crois que c'est la valeur des stablecoins dollars, c'est 240 milliards, entre 240 et 250, et je crois euros, on est entre 300 et 400 millions. Quoi. Et encore 300 millions, et ça doit être 150 millions de trésorerie circulaire ou un truc comme ça. Non, c'est ridicule. Et en fait, le problème fondamental qui va se passer, c'est que soit il va y avoir que des entrepreneurs américains et étrangers qui vont faire des stablecoins, et donc il va y avoir un avantage économique énorme pour avoir l'accès du capital, parce que c'est ça la question de fond, soit les entrepreneurs européens et français vont faire des stablecoins dollars, comme nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Perte progressive de la souveraineté économique européenne. Donc, ils vont rendre ça illégal ou n'importe quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est une énorme perte. On va passer à côté de la crypto comme on est passé à côté d'Internet et de plein de technologies, parce qu'en fait, il y a un refus d'être lucide sur la manière dont la technologie fonctionne et sur les implications que ça a. Ouais, clairement. Et donc, pour revenir sur le fait que pour toi, toutes les boîtes vont lancer, toutes les boîtes ou une grande partie des boîtes vont lancer leur propre stablecoin. Pourquoi leur propre stablecoin plutôt que d'utiliser un stablecoin existant où il y a déjà de la liquidité, où il y a déjà beaucoup de volume, où c'est intégré dans plein de plateformes et dans plein d'applications décentralisées? Toutes les boîtes vont pas le faire. Beaucoup de boîtes vont essayer. Le calcul est très simple, c'est combien est-ce que tu as à gagner à internaliser ton propre stablecoin par rapport au coût de liquidité que ça va avoir et le coût d'intégration. Tu as des projets qui vont se spécialiser dans l'intégration d'espèces de stablecoin marque blanche spécialisés pour des entreprises. Ça commence déjà à arriver, ça va continuer à se développer. On le voit avec M0 qui font beaucoup ça maintenant, qui sont américains. On va le voir de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'une entreprise a intérêt à le faire? Quand je veux pas juste être vague en disant oui, ça permet d'internaliser des réseaux. Je vais donner un exemple. Vous êtes une entreprise qui fait du cloud, qui a des data centers, et il y a besoin de lever des fonds pour avoir des nouveaux data centers et pour continuer à s'internaliser. Si à la place d'avoir tout ton cash en euros, tu l'as dans un stablecoin euro, où en fait tout est réutilisé comme dette pour réinvestir dans un data center, il y a toujours des risques en plus, mais c'est le principe des stablecoins, et ben en fait tu as un moyen de financement qui est beaucoup plus important pour pouvoir financer tout ça. Et donc en fait tu peux payer tes salaires comme ça, etc. Parce que c'est exactement ce que les entreprises font avec les stablecoins. Hein. De la même manière, si tu es une boîte de construction, ça te permet de financer des gros projets. Donc en fait tu peux avoir du capital en avance en le faisant ainsi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu masques de la dette avec un stablecoin. Ça, on va le voir de plus en plus. Une autre manière, c'est de dire, voilà, je suis une banque, je suis un protocole de crédit, j'ai mon propre stablecoin, et en fait, le stablecoin que je distribue, c'est du capital qui est déposé dans le protocole. Donc ça veut dire que ça touche des rendements en plus pour le projet. En fait, à partir du moment où tu es une entreprise qui a besoin de capital, le stablecoin peut internaliser ce capital chez toi. Et plus tu vas l'intégrer avec des partenaires, des fournisseurs, des employés, etc., plus en fait, ça va faire grossir ton accès au capital. Donc, tous les entreprises vont avoir un intérêt à créer leur stablecoin, et après, lesquelles vont être capables de le grossir, de le faire tenir. Nous, on pense qu'il y a une énorme opportunité à indiquer le chemin. On ne veut pas créer les stablecoins marque blanche, ça ne nous intéresse pas, notamment pour des raisons réglementaires, mais pas que. Nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour fournir les pelles, c'est-à-dire comprendre quels sont les problèmes de liquidité, comprendre comment obtenir plus d'utilisateurs, faciliter toute cette trajectoire-là. C'est ce qu'on est en train de construire avec ma société et avec la DAO. Ok, et donc Rings fait partie de ce maillon-là. C'est ça. En fait, Rings, c'est ce qu'on appelle un meta-stablecoin. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un meta-stablecoin et pas un stablecoin? Parce que c'est backé par des stablecoins, mais si un jour le stablecoin il perd sa valeur, et en fait on vaut moins que $1. On n'est pas peg au dollar, on est peg au stablecoin qui nous back à un certain degré. Parce que c'est un système de réserve. Ok. Et nous, on vend ça marque blanche à des chaînes aujourd'hui. L'objectif, c'est de distribuer un système d'épargne optimisé à des nouvelles chaînes, ADL2, ADL1, etc., etc.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, de l'autre côté, ça crée un livret d'épargne de très haute qualité pour les utilisateurs, qui sera multi-chain idéalement. OK. Et comment est-ce que ça fonctionne alors un peu plus concrètement? Est-ce que tu as un Ok, alors quand les gens viennent déposer du capital aujourd'hui, c'est, on va dire, pour SCUSD, c'est des stablecoins. On en a 4 qui sont whitelistés, on va rajouter peu à peu, mais aujourd'hui c'est l'USDC, l'USDT, le Go de AB et le FRXUSD de Frax. Les gens viennent déposer ce capital-là dans le protocole. Le protocole l'investit automatiquement dans des stratégies de rendement, par exemple des protocoles de crédit comme Morpho et AB. Sky, Fluid aussi, c'est les 4 qu'on a actuellement. Et en échange, il reçoit un jeton reçu, qui s'appelle le SCUSD. Après, cet SUSD, il peut soit l'utiliser sur Sonic pour faire à peu près n'importe quoi, des paiements ou différentes options, soit il peut venir le déposer dans le livret d'épargne court terme qui s'appelle le Staked SUSD, qui lui donne un rendement actuellement, ça doit être de 4,2% si je dis pas n'importe quoi, ou le déposer pendant un an au minimum, enfin, peut déposer de 1 à 52 semaines, mais le rendement que je vais donner, et c'est celui-là, bloqué à 52 semaines, qui doit être de 50%. Ce qui est très élevé. Ouais. Il y a forte chance pour que ça redescende. Après, l'objectif, c'est d'avoir un rendement extrêmement compétitif et plus compétitif que ce que les autres ont fait. OK. Donc tu cumules plusieurs rendements déjà. En fait, quand tu es sur du long terme, c'est 2 sources de rendement différents. Il y en a un qui vient du backing qui est en train de farmer sur Ethereum et l'autre qui vient du staking qui est en fait une allocation directement sur Sonic. C'est de la réhypothécation. OK. On a appris une règle de base de la banque qui est celle de la concentration du risque. Le travail d'une banque, c'est être capable de prendre plus de risques à un fonds, un particulier normal, tout en intégrant ce risque-là et en le minimisant. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait que de notre protocole spécialisé dans la minimalisation de risque. OK, d'accord. Et donc, avec ce produit-là, vous avez réussi à tirer un certain On volume de l'unité TVL, à 100, là on doit être à 125 ou 130 millions de TVL, oui. donc 130 millions de dollars bloqués dans le protocole C'est ça, par exactement. des utilisateurs, quoi. Voilà. Et qui sont sur Sonic. OK. Et pourquoi avoir choisi Sonic alors justement? Parce que les rendements sont intéressants, c'est ça? Non, c'est pas corrélé au rendement, c'est corrélé à 3 choses. Un, c'est eux qui sont venus nous chercher. De 2, nous on a construit pendant 4 ans sur Ethereum, ça nous a jamais été particulièrement récompensé, parce que c'est très organique sur Ethereum, ils viennent chercher personne, ils commencent seulement à parler aux plus gros protocoles aujourd'hui, mais on n'a jamais eu d'aide, on n'a jamais eu rien, alors qu'en fait, quand tu vas sur une nouvelle chaîne aujourd'hui, ils viennent et ils te soutiennent, parce qu'ils ont très bien compris que c'est par les applications que vient la rétention du capital et l'utilisation du protocole. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'aller sur une nouvelle chaîne, sur une chaîne où les fondations sont actives, que sur Ethereum, où en fait, tu seras toujours qu'une petite poussière dans une énorme marée. Ethereum, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de capital, donc tu peux grossir beaucoup plus à l'échelle. Par contre, te faire remarquer et te trouver une place, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première raison. Et après, la deuxième raison, c'est que Sonic a construit une chaîne qui est quand même beaucoup faite pour venir entreprendre et créer des applications dessus. Ils ont un système où 90% des frais de gaz te sont remboursés. Donc en fait, eux, ils gardent 10% des frais de gaz et 90% du reste est vraiment juste renvoyé à une adresse de développeur et donc ça te permet d'avoir des fonds. Donc si tu as une adresse, si tu crées un protocole qui dépense beaucoup de gaz, c'est pas forcément optimisé, nous c'est pas le cas d'ailleurs, alors qu'on a fait, je crois, plus de 9 millions de transactions depuis la création du protocole, ce qui est énorme. Nous, ça paye un développeur par mois en fait, ce système-là. C'est pas bête, hein, c'est pas Ouais, anodin. en fait, les frais de transaction que l'utilisateur va payer, 90% sont envoyés aux développeurs de cette application-là C'est ça. pour le rémunérer. OK. Et après, on a un gros soutien de la fondation, bien sûr. Et après, c'est une chaîne qui est quand même plus rapide. Donc c'est intéressant, on est sur un équivalent d'une L2. Donc ça permet d'avoir des coûts de transaction qui sont moins chers. On est allé beaucoup dans la complexité avec Paladin, ce qui était une erreur à mes yeux. Et on s'est rendu compte qu'un des gros problèmes de la complexité, c'est que ça coûtait cher en gaz. Donc c'était pas vraiment faisable sur Ethereum. Même si le gaz est moins cher maintenant, parce qu'il y a un moment d'activité, beaucoup a lieu sur une L2. Tu es obligé d'aller sur une L1 ou une L2 où le gaz est pas cher pour vraiment opérer à l'échelle, quoi. Ouais. Puis sur Sonic, tu as aussi la promesse d'un airdrop, je crois, en juin, qui peut aussi attirer pas mal de capitaux et de liquidités. Ça a joué, ça nous a permis de nous bootstrap, c'est clair. Après, l'airdrop, enfin leur système, c'est un système en plusieurs saisons qui devrait durer sur 2 ans. Donc là, dans un mois, tu as la saison 1 qui finit, et après il y a la saison 2 qui commence. OK. Et tu parlais de simplicité, de construire des produits simples. C'est vrai que quand je regardais un petit peu, ça reste quand même encore assez complexe, le SKT, enfin, c'est plein de termes où il y a des trucs stakés du SDC. Enfin, comment est-ce que tu penses qu'on va réussir à simplifier tout ça? Parce que là, même moi qui suis dedans depuis longtemps,
des fois j'ai du mal à comprendre le fonctionnement, quel est l'intérêt de tel ou tel token, C'est le de nom. l'interface, c'est que de l'interface et c'est-à-dire la technologie en elle-même, elle a pas besoin de changer. Là, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut, on a sorti une première interface en 4 mois, ce qui était extrêmement rapide. On a tout dû, avec le contrat, tout et elle est pas bonne, on en est conscient et donc là, on est en train de finaliser. D'ici 1 mois, on devrait avoir une nouvelle interface qui sort, qui est beaucoup, beaucoup plus simple à comprendre et ça sera un premier pas en avant, mais après le deuxième pas, c'est vraiment avoir, voilà, un bouton pour déposer, un bouton pour investir en court terme, ça rapporte autant, un bouton pour investir en long terme, ça rapporte autant et c'est tout. Ouais. Il faut continuer à épurer, et cetera. Après, aujourd'hui, la réalité du marché crypto, c'est que de moins en moins, tu vas travailler pour des particuliers. Tu travailles de plus en plus pour des fonds institutionnels et pour être clair, je ne parle pas des institutionnels qui sont toujours en train d'expérimenter, quand on parle des grandes banques, des gros fonds, hein, les mutualistes, et cetera. Aujourd'hui, les vrais institutionnels qui participent en crypto, ce sont énormément des natifs crypto qui sont passés à l'échelle. Donc en fait, qui ont fait fortune, qui ont levé du capital et qui ont créé leur propre fonds d'investissement ou leur propre fonds institutionnel. Et donc les institutionnels avec qui on travaille, qui aujourd'hui comprennent une très grosse partie du capital dans l'écosystème, ce sont des natifs crypto qui en fait ont professionnalisé leur activité économique. Oui, qui est intéressant ça, effectivement. Et donc ces gens-là sont quand même comprennent un peu mieux que ça se- Il y a tout aujourd'hui. Après, les gens avec qui on parle, ils comprennent mieux que nous, même la plupart des choses qu'on fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des intégrations, ils prennent du levier très rapidement, ils savent très très bien comment Pendle, Spectra fonctionne, ils travaillent beaucoup sur les dérivations de rendement. Ok. Et donc vous, sur le fonctionnement, parce qu'on voit souvent passer aussi des sortes de boucles. On peut utiliser son stablecoin pour le déposer, en réemprunter, refaire une boucle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que une boucle assez simple, par exemple, est-ce qu'on peut faire des boucles via Rings ou comment est-ce que Ouais. ça fonctionne? Alors, en fait, on a un peu cette image du levier, notamment à cause du trading, où les gens font du levier x10, x20, en pensant que c'est une mauvaise chose. Oui, parce que c'est un risque en plus, bien sûr, mais il faut comprendre que quasiment toute l'activité économique, elle fonctionne avec du levier. Quand tu prends empreinte pour acheter une maison, c'est du levier. Une banque, elle travaille en France avec 12 à 13 fois son levier. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prête plus d'argent que ce qu'elle a en réalité, parce qu'elle sait que les taux de défaut sont suffisamment bas et qu'elle est capable d'amortir une certaine dose. Ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. Exactement. Un fonds d'investissement, on prend Citadel qui est un des fonds les plus connus, il tourne avec 6 à 7 en levier, 7 et X. Et en fait, ce qu'ils font, la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ils prennent un rendement qui n'est pas forcément très élevé et ils l'amplifient en prenant ce levier-là. Donc ce qu'on voit avec un stablecoin et en crypto, c'est les gens qui font quelque chose de similaire. Par exemple, il y a du rendement du SDAI. Le SDAI, le rendement est à 4,5% aujourd'hui. Si les taux d'emprunt sur AV sont à 2%, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du SDAI, je vais le déposer sur AV, et je vais emprunter par-dessus, et je vais emprunter et je vais me faire la différence. Donc si je peux faire un levier jusqu'à x10, parce qu'en fait, j'ai 90% de LTV, ben, je vais emprunter constamment en partant du principe qu'il est extrêmement peu probable que le SDAI perde en valeur. Et donc moi, ça me permet d'avoir, si j'avais mis 1 million de dollars en SDAI, d'avoir une position de 10 millions de dollars de SDAI, qui est en train de farmer à 4,5%, et à côté, je paye 2% d'intérêt. Ouais. En vrai, Il y a quand une on fait ça... différence de 2%. Après, ça Exactement, dure pas très longtemps parce que 2,5%. quand les gens s'en aperçoivent, ça se régule un peu automatiquement, non? Oui et non, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur des modèles à la AV, Morpho, c'est un petit peu différent, c'est des pull-to-peer. Et donc, en fait, c'est des très grosses quantités de stablecoins. Je crois qu'il y a 2,5 milliards d'USDC, par exemple, sur AV, qui sont empruntés. Donc, en fait, tu as un mix de tout qui est emprunté. Donc, oui, quand il y a des opportunités comme ça tire le levier vers le haut. Par exemple, Ethena offre 8% cette semaine. Donc, c'est un petit peu plus haut que d'habitude. Et donc, les gens prennent de plus en plus de levier. Et puis, ils peuvent faire prendre du levier d'une manière un petit peu différente. C'est pas juste sur du rendement. Ils peuvent dire que le rendement peut être volatile. C'est pas le cas du SDAI. Le SDAI est beaucoup moins volatile, mais ça peut être le cas de plein d'autres actifs à rendement, comme le nôtre. Donc, en fait, ils vont sur Pendle, ils fixent le yield sur Pendle, et après, ils empruntent par-dessus. Ok. Bon, on a fait une vidéo sur Pendle pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. On vous mettra le Et on a lien. un Français qui fait ça, qui s'appelle Spectra. Aujourd'hui, à mes yeux, c'est probablement le produit le plus intéressant de l'écosystème, parce que c'est celui qui permet d'avoir une sophistication supplémentaire et qui permet de vraiment donner de la profondeur à ces stratégies de rendement. Ok. Ok, ouais, c'est des stratégies quand même qui sont poussées et qui sont pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine compréhension du fonctionnement Ah oui, bien sûr. pour faire ça. Ah oui, 100%. Mais après, à terme, l'idée, c'est peut-être de simplifier aussi ce type de stratégie-là et de les rendre peut-être un peu plus accessibles.
Bon, Ouais, je pense qu'il y a un gros travail. Après, il ne faut pas oublier que les produits dérivés, mais le trading de dérivés, c'est 90% de l'économie mondiale aujourd'hui, hein. Donc, il y a quand même un monde où c'est des choses qui vont prendre des ampleurs très différentes. Puis la dernière chose, c'est le paradoxe, c'est que à la base, la finance, c'est une activité professionnelle. Donc, en tant qu'individuel non professionnel, ça va être de plus en plus dur d'être pertinent et de pouvoir être actif dans l'écosystème parce que moi, en tant que développeur, mais aussi tous les autres projets, quel est l'intérêt pour eux de construire quelque chose pour les particuliers quand ils savent que 99% de leur activité, ça va devenir des fonds et des professionnels? Donc il y a une partie onboarding, Mmh. mais une partie de l'idée de Cypherphone qui est de dire bah, tout le monde va faire sa propre finance, il faut que ça soit simple. Bah, c'est pas forcément vrai parce que qui va faire cet effort de facilité pour onboarder du retail, sachant que les volumes sont très bas. Ouais, c'est logique. Ouais. Donc ça marche ça pour du lending à la V, du consumer lending, vraiment. Ça marche pour du trading à la Uniswap, mais est-ce que ça marche beaucoup pour le reste? Je sais pas à quel point c'est vrai. OK. Et c'est quoi les prochaines étapes alors pour Rings/Trivy? Bah, déjà la migration, ça va être un énorme, nouvelle interface, la migration, le nouveau token, les nouvelles tokenomics, tout ça, nous on aimerait bien que ça soit prêt dans les prochains mois, avant la fin de l'été. Je ne m'engage pas sur une date. C'est déjà une grosse étape, on va déployer ce qu'on a fait sur d'autres chaînes et on va continuer à faire plus d'intégration et on va continuer à travailler sur comment est-ce qu'on streamline ça, comment est-ce qu'on crée une application grand public, cette fois-ci d'épargne. Comment est-ce qu'on simplifie ce dont on a parlé auparavant. C'est vraiment du court à moyen terme. Il y a une grosse structuration légale aussi qui est nécessaire. Et à côté de tout ça, la question c'est comment est-ce qu'on va de plus en plus vers ce dont on a parlé, qui est une monnaie flottante sur le long terme. On ne va pas changer le produit qu'on a, mais on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'exploration autour de ce qui se passe sur les stablecoins. On va continuer à sortir des produits qui permettent d'encadrer cette explosion de vagues de stablecoins. Ouais. Comme monnaie flottante, ça me fait penser un peu aux stablecoins algorithmiques qui ont un peu. Ouais, Enfin, c'est les gens après vont se dire, bah voilà, peuvent se dire, on a testé déjà des stablecoins qui sont un peu décorrélés d'un actif tangible, réel, etc. On a vu ce que ça a donné. Comment est-ce que toi tu peux rassurer quelqu'un, enfin comment tu rassures des gens en leur disant on va lancer un stablecoin bah, aujourd'hui, je pense que je peux pas le faire, hein, pour être tout à fait ouais. transparent. C'est pour ça qu'on continue à expérimenter, continue à rechercher. Je pense qu'il y a aussi un capital réputationnel qui joue. Quand ça fait 5, 10, 20 ans que tu es dans l'écosystème et que tu as construit des choses sérieuses, que tu pas disparu, que tu as toujours fait en sorte que les choses soient relativement bien faites. En tout cas, nous, c'est un effort qu'on prend très au sérieux. Ça te permet d'avoir un petit peu plus de capital confiance. Après, c'est pas suffisant. Il faut un code extrêmement robuste, il faut qu'il soit audité. Il faut avoir un concept qui est suffisamment intéressant. Aujourd'hui, ça s'apparentera forcément à un algo stable, pas forcément sur la structure que ça a, mais de sa nature, parce que ça sera régi par un algorithme, quoi qu'il en soit. Donc, je pense pas que l'idée des algo stables était forcément mauvaise. Je pense que l'exécution, était mauvaise, et 2, l'idée de l'attaquer à du dollar était mauvaise. Mais il y a plein d'autres opportunités, et ça va revenir à la mode, forcément, parce que c'est facile à faire, entre guillemets. C'est très facile, très dur à bien exécuter. Ouais. Ouais. Et nous, notre idée, avec ce qu'on est en train de créer avec Trevi, cette nouvelle marque, c'est de faire en sorte que Trevi devienne la meilleure exposition à l'explosion des stablecoins. On est convaincu que c'est une industrie qui va continuer à exploser, qui va encore plus prendre en taille le jour où l'Union européenne va se rendre compte que en fait, c'était une bêtise de ne pas l'ouvrir à l'économie locale. Et quand on sera à ce moment-là, nous, on aura toute notre ligne technologique qui sera là, et ça permettra de donner une exposition à cet ensemble de stablecoins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de manière de s'exposer, à se dire les stablecoins vont exploser, comment est-ce que je vais m'exposer? Tu t'achètes pas de l'USDT ou de l'USDC, ça monte pas, ça égale $1. C'est des boîtes privées. Ouais, tu t'exposes juste à la volatilité de change entre Ouais. l'euro et le dollar, quoi, pour le coup. Ouais. Alors que nous, ce qu'on va faire, c'est que on part du principe que parce que c'est des boîtes qui sont très grosses, leurs concurrents vont lever énormément de fonds, c'est des boîtes qui vont faire énormément d'argent, elles vont beaucoup redistribuer dans la croissance. Et nous, on crée des technologies pour capter le plus de cette valeur de la croissance, et après on peut Ouais. le redistribuer. Ouais, vous, votre point de vue, c'est on va accompagner les marques et les entreprises à lancer leur propre stablecoin, et donc on va profiter du boom Ouais, des stablecoins. C'est exactement. Sur plusieurs points différents, sur les questions de liquidité, sur les questions de demande, sur les questions de données. Et en fait, Ok. peu à peu, on devrait arriver à avoir un très bon accompagnement de tout ça. Ok. Et sur les questions de liquidité, du coup, vous allez dire, on va vous accompagner à avoir des gros volumes de liquidité. Est-ce que des gens se procurent votre stablecoin, le déposent dans ce qu'on appelle des pools, par exemple sur Uniswap, pour faciliter les ça. échanges, etc., etc. On est capable de leur dire voilà combien il vous faudrait par rapport à vos ambitions, voilà combien on pense que ça coûte, et voilà sur combien de temps il faudrait le faire. Et voilà comment est-ce que vous devenez indépendant peu à peu de ça. C'est un peu du conseil, en fait, au final.
Alors ça, c'est une tension qui est très compliquée en crypto et dans l'entrepreneuriat, je trouve, en général. C'est à quel point tu es une plateforme et tu vas vers le conseil. Parce que tu construis une expertise, que les gens viennent te demander, de poser des questions, mais toi, tu vas arriver à le plateformiser, parce que le conseil, ça ne scale pas. Donc nous, on est encore un peu entre les deux, on se replatformise. En fait, on a créé une plateforme, ça marchait pas, on est de plus en plus vers le conseil et on se replatformise à nouveau. Ok, intéressant. Et donc liquidité, tu disais quoi d'autre? C'est la question de la demande. Donc par exemple, en fait, dans Rings, aujourd'hui, on a 4 stablecoins qui sont dans notre backing et en fonction de combien ils payent, on a ce qu'on appelle un hurdle rate, et ben on est capable de changer le backing. Donc on verra, on est en train de construire un très joli graphique où tu vois les stablecoins se battre entre eux de manière assez organique, hein, tout le monde n'est pas forcément volontairement dans le combat, pour capter une partie de cette Ouais, demande-là. parce que j'allais dire, l'USDT, il paye rien. Enfin, L'USDT autant paye rien, mais il y a des l'USDC gens qui payent. paye. Il y a des gens qui payent pour avoir de l'USDT dans leur protocole. Par exemple, on est sur Fluid, ça paye 5,8% en ce Mhm. moment, et donc on a de l'USDT parce que Fluid paye bien. D'accord. Oui, parce que j'allais dire, l'USDC, eux, autant ils payent Coinbase, Circle paye Coinbase pour pouvoir être intégré dans Coinbase, et ils payent des fortunes. Oui, C'est leur modèle, il monstrueux. est effrayant. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Tether est une entreprise exceptionnelle en termes de rentabilité, parce qu'ils payent Ils personne. payent personne, c'est ça, exactement. Et donc toi, tu t'attends à ce que des entreprises qui lancent sur Stablecoin payent Ils vont payer comme Circle. énormément d'argent. L'exemple de AV dépense beaucoup d'argent pour faire grossir son stablecoin. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont encore plus d'argent à gagner. Le modèle est très simple. Aujourd'hui, AV prend, je sais pas, 5 à 10% des taux d'intérêt qui sont payés. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils doivent attirer du capital, du STT ou du USDT, ça ils ont réussi, et ils prennent 5 à 10% des taux d'intérêt qui sont payés. Donc concrètement, justement, les taux d'intérêt sont de 3,5%, donc ces 10%, ils font 0,35% par an par TVL. Si c'était du Go, le Go, il est minté à partir de rien. Il est juste backé par de la crypto. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt qui touchent sur le Go qui prête, c'est l'intégralité des intérêts. Donc ils multiplient par 10 ou par 20 leurs revenus en changeant la monnaie d'emprunt du Go depuis l'USDT ou l'USDC par 20. Donc à l'échelle de AV, ça veut dire qu'ils peuvent multiplier par 20 leur chiffre d'affaires juste en créant leur propre stablecoin et en arrivant à créer l'adoption. Ok. On parle d'un projet qui fait 120 millions de chiffre d'affaires, qui pourrait en faire plus d'1 milliard, peut-être même 2, juste avec ce mouvement-là. Ils n'ont pas besoin de grossir. On parle d'enjeux qui sont monstrueux. Et c'est ça que les gens comprennent pas encore forcément, c'est que avoir son propre stablecoin, ça peut débloquer une quantité de valeur monumentale dans une entreprise. Et tu parlais de PayPal. PayPal qui ont lancé aussi leur stablecoin sur Solana, je crois. Ils l'ont sorti partout. Ils ont commencé sur Ethereum, ils ont fait une grosse poussée sur Solana avec Ouais, PYUSD. je crois qu'ils distribuaient énormément Bien sûr. d'argent pour attirer du... Bah, à notre échelle, c'est beaucoup. Pour eux, c'est pas beaucoup. On parle d'entreprises qui sont énormes, en fait. Et qui, pour eux, ils ont dépensé quelques millions pour voir si c'était un régime pilote test. Il faut imaginer quand des banques ont commencé à faire ça. C'est pour ça que nous, on est vraiment en train de construire là-dedans, parce qu'on se rend compte les sommes que ça va représenter sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. L'avantage de PayPal par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux vraies utilités au stablecoin dollar, soit les paiements, soit le rendement. Le rendement, c'est des livrets d'épargne. Les paiements, c'est totalement trusté par Circle et Tether, qui sont les first movers, qui ont vraiment construit leurs effets réseau. Et la seule manière d'aller vraiment concurrencer contre ces gens-là, en dehors de lever des sommes extrêmement colossales, c'est tout simplement de déjà avoir ton réseau de distribution. Si tu as déjà ton réseau de distribution, tu t'appelles PayPal, tu t'appelles Revolut, tu t'appelles Stripe, tu es une banque. Mais les autres, un projet comme nous ou n'importe qui, on n'aura jamais la capacité de les concurrencer en termes de paiement. On n'a pas la technologie, on n'a pas les effets réseau, on n'a pas la distribution, on n'a rien. Donc ça vaut pas la peine, donc tu dois te concentrer sur les rendements. Et donc nous, notre instinct, c'est de dire à toutes les entreprises qui vont faire ça, en dehors de s'ils ont un réseau de distribution de paiement, eh bien, ils vont aller vers le rendement. Et c'est là que nous, notre protocole intervient, parce qu'on peut capitaliser là-dessus. Ok. C'est super intéressant. Ça va être passionnant à suivre, en tout cas, dans les prochains mois, prochaines années. Et on suivra avec attention ce que vous développez. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais parler quelque chose en plus, je pense? On a couvert tellement de choses, je suis désolé. Bah, merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis tant d'années. Et j'espère qu'on va continuer à faire beaucoup de choses. C'est pas assez régulier, c'est pas assez clair, mais on veut continuer à pousser, à créer de la valeur, à travailler sur des choses intéressantes. Et on veut arriver à créer quelque chose qui va vraiment avoir un impact. On est convaincu que la crypto, c'est un changement fondamental dans la manière dont on interagit en termes d'économie, en termes de société. Je pense qu'il y a beaucoup de recherche. Il faut créer des produits pour continuer à financer cette recherche. Et on est vraiment qu'au début, en fait, encore aujourd'hui. Et on espère que l'Europe ne passera pas à côté des stablecoins, même si c'est mal parti. Bon, à un moment, on va s'en rendre compte. C'est pas possible, mais peut-être ça sera trop tard. Je pense que nous, notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est nous de ne pas passer à côté, même si c'est pour ne
finir par ne pas le faire en France et revenir plus tard, en fait. Sachant que c'est peut-être déjà trop tard. En tout cas, on a perdu certainement beaucoup de batailles. Peut-être pas la guerre, mais en tout cas, beaucoup de batailles. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Salut.